globalement, jusqu'à aujourd'hui, et je pense qu'aujourd'hui on rentre dans une cinquième transition, on en est au tout début, mais l'humanité a vécu en gros les quatre grandes transitions alimentaires. La première transition, c'est le passage des aliments crus à cuits avec la domestication du feu. Il y a plus d'1 million d'années, alors les chercheurs ont du mal un peu à quantifier ça, mais on pense que c'est il y a même plus d'1 500 000 ans avec la domestication du feu. Et comme on le verra pour les autres transitions, à chaque transition, vous avez les tenants du régime précédent. C'est-à-dire que, par exemple, les crudivoristes aujourd'hui, justement, rejettent toute cuisson d'aliments. On pense, ça c'est des hypothèses d'anthropologues, hein, je ne suis pas anthropologue, mais je l'ai lu, que justement la cuisson des aliments a pu contribuer au développement cérébral avec l'hypothèse suivante, c'est que quand vous consommez des aliments crus, vous dépensez plus de calories au niveau digestif pour digérer l'aliment que quand il est cuit. Et donc le passage à la cuisson des aliments a pu libérer une partie de l'énergie dépensée pour la digestion vers le cerveau, favorisant donc le développement cérébral. Donc c'est la première grande transition. Deuxième grande transition qui est souvent également discutée, c'est le passage du néolithique au paléolithique, non pardon, du paléolithique au néolithique, c'est-à-dire qu'on est passé des chasseurs-cueilleurs aux agriculteurs-éleveurs. Donc avant le néolithique, qui a commencé il y a 11 000, 12 000 ans à peu près, bon, ça dépend des emplacements sur la planète, mais c'est globalement la période, la durée qui est retenue. Les chasseurs-cueilleurs consommaient les fruits de leur chasse, de leur cueillette, pouvaient vivre des périodes de disette, quand la nourriture se faisait plus rare, etc. Et quand on est passé donc, à des populations beaucoup plus sédentaires, qui dit sédentarité, dit développement de 3 grands groupes d'aliments qu'on ne peut développer que si l'on est sédentaire. Ce sont les produits céréaliers, la viande d'élevage et les produits laitiers, qui sont d'ailleurs les 3 groupes alimentaires rejetés par les tenants du régime paléolithique. Il y en a aujourd'hui. Donc on voit, à chaque transition, il y a toujours les tenants du régime antérieur. Ensuite, troisième grande transition, c'est le passage des aliments qu'on va qualifier entre guillemets de traditionnels aux premiers aliments industrialisés. Donc, c'était il y a à peu près 200 ans, avec l'invention de la machine à vapeur en Angleterre, qui a été donc, le début de la révolution industrielle, et donc qui a permis, notamment avec l'apertisation, Nicolas Appert en 1795, le développement des premiers aliments industriels, c'est-à-dire produits en masse, les conserves, qui ont été bien pratiques, car elles permettaient justement d'accompagner les marins au long cours, avec les grandes traversées, des aliments qui se conservaient longtemps, ou alors les soldats, parce que vous savez qu'à ces époques, on aimait bien se faire la guerre, et donc c'était pratique d'avoir des aliments qui se conservaient longtemps. Donc, vous voyez qu'on mange, non seulement on mange transformé depuis très longtemps, mais on mange aussi industriel depuis très longtemps. Donc on verra que la problématique, notamment avec les aliments ultra transformés, n'est ni la transformation, ni le caractère industriel. C'est encore autre chose. Le premier aliment craqué a été le maïs aux États-Unis, pour donner du sirop de glucose fructose. En fait, la petite histoire, c'est que les États-Unis voulaient être indépendants en termes de production de sucre. Ils avaient un besoin de sucre. Ils voulaient être notamment indépendants par rapport au sucre de la canne à sucre à Cuba. Et ils avaient des excédents de maïs, de gros excédents. Et donc, ils ont découvert qu'on pouvait déconstruire l'amidon du maïs, la fécule, en quelque sorte, la décomposer, la déconstruire en sirop de sucre, notamment un sirop de glucose fructose. On aura l'occasion d'y revenir avec les aliments ultra-transformés, parce que le sirop de glucose fructose est un marqueur de l'ultra-transformation. Et donc on a commencé à craquer les aliments pour 2 raisons, pour valoriser les excédents et pour valoriser les sous-produits de la transformation dans un premier temps. Et puis on en est arrivé finalement, notamment dans les années 80, à se rendre compte qu'il était plus rentable de vendre des parties séparées de l'aliment que l'aliment de départ. Et il y a eu aussi l'essor des grandes villes, qui a entraîné la volonté d'aliments faciles à préparer, rapides à préparer, une production massive d'aliments pratiques. On a eu aussi, et ça c'est une bonne chose, l'accession de plus en plus importante des femmes dans le monde du travail. Donc
c'est vrai que traditionnellement, notamment avant-guerre, les femmes assuraient la transmission de l'éducation alimentaire. Et donc, l'industrie a en quelque sorte pris le relais de la femme au foyer pour fournir des aliments déjà cuisinés, faciles à préparer et qui peuvent se manger dans des conditions liées à notre vie moderne, c'est-à-dire devant des écrans, de manière isolée, en déplacement, sur le pouce, de manière rapide. Cette dernière transition nutritionnelle, le passage d'aliments normalement transformés, plutôt végétaux et finalement même un peu monotone à cette alimentation riche en calories animales et ultra transformées, s'est fait assez progressivement dans les pays occidentaux et de manière un peu plus brutale dans les pays, les grands pays émergents aujourd'hui et les pays, on va dire, en développement. Cette transition est en train d'avoir lieu maintenant dans ces pays-là et elle a été plus rapide et plus courte, notamment au Brésil, en Inde, et aujourd'hui on commence à voir apparaître de plus en plus de calories animales et ultra transformées, même dans des pays en développement, si bien que même ces pays maintenant sont touchés par non seulement les déficiences et la malnutrition, mais aussi par la surnutrition. Donc c'est ce qu'on appelle le triple fardeau nutritionnel, sous-nutrition, surnutrition et déficience, qui sont communs maintenant pratiquement à tous les pays, dans des proportions variables évidemment. Mais cette transition nutritionnelle brutale dans des pays qui étaient habitués à une alimentation très traditionnelle, comme même Okinawa ou des îles du Pacifique ou le Brésil, on a vu en seulement 10, 15 ans une explosion des prévalences d'obésité et de diabète de type 2 en très peu de temps. C'est bien qu'aujourd'hui au Brésil, il est même plus rare d'observer des diabètes de type 2 entre 20 et 30 ans. Et on a des taux d'obésité qui atteignent notamment dans certaines régions du globe. Alors les États-Unis, ils ont 75% de personnes en surpoids et à peu près 38%, 40% d'obèses. Mais on a dans les îles du Pacifique, certaines îles du Pacifique, on a plus de 50 à 60% de la population qui est obèse, pas en surpoids, obèse. Donc c'est cette transition dont on parle. Et malheureusement, plus un pays s'enrichit, plus sa classe moyenne se développe, plus elle a tendance à aller vers les calories animales, qui est un signe extérieur de richesse, et les aliments ultra transformés, qui dans ces pays, on peut le voir dans le Moyen-Orient, au Maghreb, sont aussi des signes extérieurs de richesse, puisque appartenant notamment à des grandes marques multinationales. Et donc, calories animales et ultra transformées sont une façon de montrer qu'on a les moyens. L'excès de calories animales et ultra transformées, eh bien, est associé à une dégradation de nos systèmes alimentaires. Ce sont deux dimensions qui ne favorisent pas une régénérescence durable des systèmes alimentaires. Trop de calories animales est associé, notamment, on va surtout parler de la production intensive, est associé évidemment à des gaz à effet de serre, à une pollution environnementale, avec notamment la déforestation pour produire du soja qui va servir d'alimentation pour l'élevage intensif. Les aliments ultra transformés, mais là aussi on y reviendra dans les questions suivantes. On a des suremballages plastiques, le fait effectivement de déconstruire des aliments, de les recomposer, on imagine assez aisément que ça demande plus d'énergie de transformation et que le fait de manger un aliment localement et de le transformer minimalement. Ces aliments ultra transformés seront aussi composés donc de composés issus du cracking alimentaire qui sont associés à des monocultures intensives, donc pollution par des engrais azotés utilisés en excès ou même utilisation excessive de pesticides. Par exemple, en France, aujourd'hui, on consomme à peu près 35 à 40% de calories animales par jour et 35 à 40% de calories ultra transformées par jour. Donc on voit qu'on est vraiment très élevé, notamment en calories animales. On est parmi les plus gros consommateurs de calories animales au monde. Il faut savoir que dans certains pays d'Afrique subsaharienne, on est en deçà de 10% de calories animales par jour, des fois 4 ou 6%. En ultra transformé, on est assez élevé, mais moins que les pays anglo-saxons qui dépassent souvent les 50, voire les 60%.
Et dans les pays émergents comme le Brésil, on est plutôt à 20-30%, mais la problématique est plutôt dans la courbe de progression qui est très élevée, puisque c'est une courbe de progression à 2 chiffres, alors que chez nous, la courbe de progression est beaucoup moins importante, le marché étant un peu plus saturé. Donc, la transition alimentaire ne s'est pas faite à la même vitesse et au même moment selon les parties de la planète. Alors oui, bien sûr, chacun doit s'en préoccuper. À partir du moment où chacun a pris conscience que l'acte alimentaire est fondamental, le choix qu'on va faire dans l'aliment va avoir un impact en vertu de cette approche multidimensionnelle et holistique sur de nombreuses dimensions des systèmes alimentaires. Donc ça va avoir un impact sur les traditions culinaires, sur la survie des petits producteurs ou des petits paysans, sur le bien-être et la biodiversité animale, sur la socio-économie, c'est-à-dire est-ce qu'on a une alimentation de qualité accessible à tous en fonction... Alors on sait aujourd'hui qu'en fonction des revenus, non, ça n'est pas le cas. Et sur l'environnement, notamment 3 dimensions, qui est le changement climatique avec les gaz à effet de serre, déforestation et pollution, notamment la pollution plastique, hein, dont on sait notamment que les sodas sont responsables sur la planète, les bouteilles en plastique de soda. Rappelons-le, l'ignorance fait des ravages, fait faire des mauvais choix, nous rend vulnérables à la pression marketing, notamment, comme on va le voir dans la partie sur les ultra-transformés, qui sont, pour certains d'entre eux, des aliments qui avancent à visage masqué, c'est-à-dire qui donnent l'impression d'être implicitement bons pour la santé, alors que ce n'est pas le cas. Donc si on n'a pas un niveau d'éducation suffisant, il est très très facile de se faire piéger et de céder face à la pression marketing. Donc effectivement, si chacun diminue la part des calories animales et des aliments ultra transformés, c'est ce qui va être à la base de l'élaboration de la règle des 3V, végétal, vrai, varié, c'est-à-dire réduire les calories animales végétales, réduire les calories ultra transformées vraies et diversifier son alimentation, donc variée. Et bien, par ce petit acte qui est répétitif tous les jours, qui est local, eh bien, on peut avoir un impact global si chacun modifie ses choix alimentaires. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train d'amorcer une 5e transition, que moi je qualifie, enfin pas seulement moi, mais la transition de l'alimentation durable, et moi je rajouterais d'une alimentation plus holistique, qui est nécessaire aujourd'hui. Donc on est vraiment au tout début, et donc la question, je pense, n'est pas de savoir si cette transition va arriver ou pas, elle devrait arriver. La question est plutôt de savoir à quelle vitesse, en fait. C'est-à-dire que si on met du temps, eh bien, c'est autant de temps perdu pour la protection de la planète.